Cela faisait presque 8 ans que nous remboursions le prêt immobilier. Quand je dis « nous », je suppose que je parle surtout de moi. Mon mari, Romain, avait perdu son travail la 2e année et n'avait jamais vraiment réussi à remonter la pente. J'avais pris des gardes supplémentaires à l'hôpital, poussant mes horaires à la limite, sacrifiant des heures de sommeil et renonçant au dîner avec mes enfants pour m'assurer que les lumières restaient allumées dans notre maison de rêve. Ce n'était pas seulement une maison, c'était mon sanctuaire, le symbole de tous mes efforts et l'avenir que j'avais imaginé pour notre famille. Je me souviens du jour où nous avons signé les papiers chez le notaire à Lyon, l'odeur du papier neuf, la main de Romain serrant la mienne, pendant que le notaire nous expliquait chaque clause. J'étais nerveuse, mais aussi pleine d'espoir. C'était un vieil appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, avec de hauts plafonds et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière dorée sur la ville. Nous ne l'avions vu qu'une seule fois avant de décider de l'acheter. « C'est parfait pour nous, Camille », m'avait dit Romain, et je l'avais cru. Je le croyais toujours. Romain avait toujours été insaisissable avec les mots. Il disait des choses qui semblaient rassurantes, mais qui signifiaient un mot très peu quand on y regardait de plus près. « Ne t'inquiète pas, chérie, je m'occupe des impôts ce mois-ci. » Ou « La banque a appelé, mais c'était juste pour une formalité. » Il ne m'est jamais venu à l'esprit de le questionner. Après tout, nous étions une équipe, ou du moins, c'est ce que je croyais. Les premières années furent belles. Nous avons eu Lucie et Michel, nos jumeaux, qui remplissèrent la maison de rire et de petites chaussures en désordre. Je travaillais comme infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse, des gardes interminables mais gratifiantes. Romain avait travaillé dans une entreprise de BTP, jusqu'à ce que la crise du secteur le mette au chômage. Je comprenais sa frustration, son orgueil blessé. Chaque matin, je le voyais assis dans la cuisine, parcourant les offres d'emploi dans le journal, entourant des possibilités avec un stylo rouge, me promettant qu'il trouverait bientôt quelque chose. Les mois se sont transformés en années. Ses promesses restaient les mêmes, mais quelque chose a changé dans son regard. Il a commencé à sortir plus, à rentrer tard en sentant le vin bon marché et le tabac froid. « Je me fais des contacts », expliquait-il. « Les opportunités ne tombent pas du ciel, Camille. » J'acquiesçais, trop fatiguée pour discuter, trop effrayée pour affronter la possibilité que notre vie soit en train de s'effondrer. Pour compenser, je travaillais plus. J'ai accepté les gardes de nuit, les week-ends, les jours fériés. Mes collègues me regardaient avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu vas te tuer au travail, Camille », me disait Hélène, mon amie et collègue. Et Romain ? Il ne peut pas aider un peu plus ? J'avais toujours des excuses toutes prêtes. Il est à un entretien, il s'occupe des enfants, il bricole à la maison. Des pieux mensonges que je me disais à moi-même avant de les dire aux autres. Le prêt immobilier était mon obsession. Chaque mois, quand l'avis de prélèvement arrivait, je sentais un nœud dans mon estomac jusqu'à ce que je voie le payer sur mon compte bancaire. C'était sacré pour moi. Intouchable. Je réduisais les dépenses partout où c'était possible. Vêtements d'occasion pour les enfants, promotion au supermarché, aucun plaisir pour moi depuis des années. « Maman, pourquoi on ne part jamais en vacances comme les familles de mes amis ?» me demandait Lucie. « Parce que nous construisons quelque chose de plus important », lui répondais-je en caressant ses cheveux bruns. « Un jour, tu comprendras. » Romain a commencé à recevoir des appels auxquels il répondait à voix basse, en s'éloignant de moi. Il a commencé à mieux s'habiller, même s'il était censé être toujours sans emploi. Quand je lui posais des questions, il me parlait de projets qui semblaient à la fois compliqués et vagues. « C'est complexe, Camille. Tu ne comprendrais pas. » Et moi, qui comprenais parfaitement les détails médicaux les plus complexes, qui gérais les urgences et sauvais des vies, j'étais soudainement trop simple pour comprendre ces affaires. Mais je me taisais, j'acquiesçais, je continuais d'avancer. Les factures ont commencé à arriver avec des tampons rouges. Dernier rappel. Le téléphone sonnait avec des numéros inconnus que je n'osais pas décrocher. Romain assurait que tout était sous contrôle. « Ce sont des erreurs administratives, tu sais comment sont les banques. » Et je voulais le croire. J'avais besoin de le croire. L'alternative était trop terrifiante. Jusqu'à ce mardi après-midi, où je suis rentrée tôt d'une double garde, traînant les pieds, aspirant à une douche chaude et peut-être un verre de vin. Mais j'ai trouvé des inconnus se promenant dans mon salon, des maîtres rubans à la main, discutant de l'endroit où ils mettraient le berceau de leur fils. J'ai ri nerveusement, pensant que c'était une erreur. Ce rire s'est rapidement éteint quand Romain, debout à côté d'eux avec un dossier, a dit froidement
Tu aurais dû lire les emails. Ma première réaction fut la confusion. Quel email? Je vérifiais ma boîte de réception religieusement, entre deux patients, pendant les courtes pauses que je m'accordais. Je n'avais rien reçu d'important, j'en étais sûre. Ou peut-être que si, et dans mon épuisement constant, je l'avais manqué. Le doute a commencé à me ronger alors que j'observais ce jeune couple, avec leurs yeux brillants et leurs projets d'avenir, mesurant mes murs, touchant mes souvenirs. Que se passe-t-il, Romain? Ai-je demandé, en essayant de garder mon calme devant ces étrangers. Je ne voulais pas faire de scène. J'évitais toujours les conflits, surtout devant d'autres personnes. Il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange d'indifférence et peut-être de soulagement, comme s'il avait enfin enlevé un masque qu'il portait depuis trop longtemps. « Je t'expliquerai plus tard », a-t-il répondu sèchement, reportant son attention sur les papiers qu'il tenait. « Pour l'instant, pourrais-tu nous laisser finir ? Ils doivent prendre des mesures pour les rénovations. » Des rénovations, dans ma maison. La maison que j'avais entretenue pendant des années, où chaque recoin gardait une partie de moi. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, une fissure qui allait bientôt devenir un abîme. Mon monde a basculé. Je me souviens m'être agrippée au bras du canapé, le canapé que j'avais choisi, payé, et sur lequel j'avais somnolé d'innombrables après-midi épuisés, comme si je pouvais m'ancrer à la réalité que je connaissais. Romain évitait mon regard, se concentrant sur des papiers avec le couple. Quand j'ai exigé une explication, ces mots m'ont tranché net. « C'est fait, Camille. La maison est à eux maintenant. Tu ne vis plus ici. » Le couple, Alexandre et Marthe, d'après ce que j'ai entendu quand ils se sont présentés, a eu la décence de paraître mal à l'aise. Marthe, avec son ventre légèrement arrondi sous une robe d'été, me regardait avec un mélange de confusion et de pitié. « Nous pensions que tout était réglé », a-t-elle murmuré, regardant alternativement Romain et moi. Les papiers étaient en ordre. Bien sûr qu'ils étaient en ordre, ai-je répondu automatiquement, ma voix sonnant étrange, distante, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je paye moi-même le prêt depuis 8 ans. Romain a toussé, ce geste nerveux qu'il faisait toujours quand il était acculé. Camille, on peut en parler en privé. Ne fais pas de spectacle. Un spectacle. Comme si ma vie qui s'effondrait sous mes yeux était un feuilleton pour le divertissement d'autrui. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou, un mélange de honte et de fureur qui menaçait de m'étouffer. En privé, comme les emails que j'étais censée avoir lus, comme les décisions concernant notre maison que tu as prises sans me consulter, Alexandre, un homme grand avec des lunettes à monture fine, s'est raclé la gorge, mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous revenir un autre jour », a-t-il suggéré, mais Romain a secoué la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Ma femme est juste surprise. Elle a tendance à exagérer les choses. Son ton condescendant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Exagérer? Pour l'amour de Dieu, Romain, tu vends notre maison sous mon nez. » Les larmes menacèrent de couler, mais je me suis refusée à pleurer devant eux. J'ai respiré profondément, essayant de me calmer. « Montre-moi ces papiers. » Romain a hésité, mais Alexandre, sentant peut-être que quelque chose n'allait pas, lui a tendu le dossier qu'il tenait. J'ai parcouru les documents rapidement, cherchant ma signature. Et elle était là, sur chaque page importante, une copie exacte de mon paraphe. Sauf que je n'avais jamais rien signé de tel. « C'est un faux », ai-je dit lentement, la réalité me frappant comme une gifle. « Tu as falsifié ma signature. »« Ne sois pas ridicule », a répondu Romain, mais il y avait un tremblement dans sa voix. « Tu as signé il y a des mois, quand je t'en ai parlé pendant le dîner. Tu étais distraite avec les examens des enfants, mais tu as acquiescé. » C'était un mensonge. Un mensonge si évident que même les acheteurs ont commencé à échanger des regards inquiets. Je n'aurais jamais oublié avoir signé une chose pareille. Je n'aurais jamais été distraite face à une décision aussi monumentale. « Vous devez partir », ai-je dit fermement, en m'adressant au couple. « Il y a eu un grave malentendu. Cette maison n'est pas à vendre. » Alexandre a commencé à protester, mentionnant quelque chose à propos d'un acompte déjà versé, mais Marthe l'a pris par le bras. « Viens, Alex. »« Ce n'est pas correct », lui a-t-elle chuchoté, bien que je l'ai entendu clairement. « Nous devons parler à notre avocat. » Quand la porte s'est refermée derrière eux, le silence dans la maison était assourdissant. Romain s'est assis dans le fauteuil, passant les mains dans ses cheveux avec un geste que je reconnaissais, non pas de regret, mais de calcul.
Il cherchait un moyen de s'en sortir. « Pourquoi ?» ai-je simplement demandé. « Pourquoi ferais-tu une chose pareille ? Nous avions besoin d'argent, » a-t-il répondu, comme si c'était évident. « J'ai des dettes, Camille, des dettes importantes. Cette maison nous étouffait. » « Nous ? Nous étouffait ?» Ma voix a monté d'une octave. « C'est moi qui ai entretenu cette maison. J'ai payé chaque centime pendant que tu disparaissais Dieu sait où. » Romain s'est levé d'un coup, son visage tordu par une colère qu'il montrait rarement. « Tu crois que ça a été facile ? Vivre dans ton ombre, te voir devenir l'héroïne pendant que je sombrais ? Camille la travailleuse, Camille la sacrifiée. Tu m'as fait me sentir inutile pendant des années. » Son accusation m'a laissé sans voix. C'est comme ça qu'il me voyait, comme quelqu'un qui l'humiliait par son effort. J'ai essayé de me souvenir d'une seule fois où je lui aurais reproché sa situation, mais je n'ai pas pu. Au contraire, j'avais toujours minimisé mes sacrifices pour protéger son orgueil. Ce n'est pas juste, ai-je finalement dit. J'ai fait tout mon possible pour nous maintenir à flot, pour les enfants, pour toi, pour toi-même, a-t-il craché, pour ton image parfaite, l'infirmière dévouée, la mère exemplaire. Pendant ce temps, j'étais le raté qui ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Je l'ai regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Cet homme aigri, plein de ressentiment, capable de trahir sa propre famille. Quand cette transformation avait-elle eu lieu ? Et comment ne m'en étais-je pas rendu compte ? Les enfants, ai-je dit soudain, me rappelant qu'ils rentreraient de l'école d'un moment à l'autre. Qu'allons-nous leur dire ? Romain a détourné le regard. Il ne faut rien leur dire pour l'instant. Nous avons quelques jours avant de devoir partir. Partir ? Où ça ? La question flottait dans l'air comme une menace. J'ai un plan, a-t-il répondu vaguement. Mon frère Xavier va nous aider. En fait, techniquement, c'est lui qui a acheté la maison. Pour la garder dans la famille, tu comprends ? Les autres ne sont que des intermédiaires. Xavier, mon beau-frère, un avocat respecté à Paris. Nous nous étions toujours bien entendus. En fait, je pensais parfois qu'il comprenait mieux ma situation que son propre frère. Serait-il vraiment impliqué là-dedans ? Je ne te crois pas, ai-je finalement dit. Xavier ne ferait jamais une chose pareille. Romain a haussé les épaules. Appelle-le si tu veux. Il te dira la même chose. C'est un arrangement temporaire, jusqu'à ce qu'on arrange les choses. Je suis restée stupéfaite pendant qu'il prenait sa veste et se dirigeait vers la porte. Tu pars ? Maintenant ? J'ai des affaires à régler, a-t-il répondu sans se retourner. Pense à ce que je t'ai dit, Camille. C'est le mieux pour tout le monde. Et c'est ainsi, sans plus de cérémonie, qu'il m'a laissée seule dans une maison qui n'était apparemment plus la mienne, avec 1 million de questions et pas une seule réponse qui ait du sens. J'ai été comme en transe le reste de l'après-midi. Quand les enfants sont arrivés, j'ai réussi à garder une façade de normalité. Je les ai aidés avec leurs devoirs, j'ai préparé le dîner, j'ai même ri de leurs anecdotes de l'école. Tout en pilote automatique, pendant que mon esprit tentait de digérer ce qui se passait. Cette nuit-là, après avoir couché Lucie et Michel, j'ai frénétiquement vérifié mes emails. Des milliers de messages non lus s'accumulaient dans ma boîte de réception, la plupart étant des publicités et des notifications que je n'avais jamais le temps de supprimer. J'ai cherché tout ce qui concernait la maison, la banque, une vente. Rien. Je n'avais pas non plus reçu de lettre recommandée ni d'appel du notaire. C'était comme si toute la transaction s'était déroulée dans une dimension parallèle. Romain n'est pas rentré cette nuit-là. Il n'a pas non plus répondu à mes appels. J'étais seule face à un abîme d'incertitude. Qu'allait-il se passer demain ? Viendrait-il nous expulser ? Où irions-nous ? L'idée que mes enfants se retrouvent sans abri m'était insupportable. Presque sans réfléchir, j'ai commencé à emballer quelques affaires dans des sacs poubelles. Des photos de famille, des documents importants, quelques jouets préférés des enfants. Ce faisant, j'ai réalisé à quel point je valorisais peu tout ce que nous avions accumulé. Les meubles, la décoration, tout semblait soudainement sans importance comparé à la sécurité de mes enfants. Le lendemain matin, une fois les enfants partis à l'école, j'ai pris une décision. Si Romain disait la vérité à propos de Xavier, je devais le savoir. Et s'il mentait, je devais le savoir aussi. Les mains tremblantes, j'ai cherché le numéro de mon beau-frère dans mon répertoire et j'ai appuyé sur appeler, priant pour qu'il réponde. J'ai appelé Xavier le lendemain matin.
la voix encore tremblante. Je m'attendais à de la froideur ou à des justifications embarrassées. Au lieu de cela, il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Puis il a demandé « De quoi parles-tu » Mon cœur a fait un bond. J'ai répété ce que Romain m'avait dit. Xavier a ri, un rire nerveux, confus. « Camille, je n'ai acheté aucune maison. Je n'ai même pas besoin d'une maison, j'en ai déjà 2. » Le téléphone pesait dans ma main comme s'il était en plomb. Les mots de Xavier confirmèrent mes pires soupçons. Romain ne m'avait pas seulement trahi. Il avait aussi faussement impliqué son propre frère dans sa supercherie. « Tu es sûr de ce qu'il t'a dit ?» a demandé Xavier, sa voix maintenant teintée d'inquiétude. Romain peut être compliqué parfois, mais là, c'est un autre niveau. « J'en suis sûre, » ai-je répondu, me rappelant le regard dans les yeux de mon mari, ce mélange de défi et de soulagement de montrer enfin ses véritables intentions. Il y a un couple qui a déjà payé pour la maison. Ils ont des papiers, Xavier. Des papiers avec ma signature falsifiée. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer Xavier dans son élégant bureau parisien, passant la main dans ses cheveux, un geste si semblable à celui de Romain, mais avec une signification complètement différente. Tandis que Romain le faisait en calculant son prochain mensonge, Xavier le faisait en se concentrant sur la résolution d'un problème. « C'est grave, Camille », a-t-il finalement dit. « Ce n'est pas seulement immoral, c'est illégal. » Faux et usage de faux, escroquerie. As-tu des copies de ces documents ? Non, ai-je admis, me sentant impuissante. J'ai à peine pu les voir. Les acheteurs les ont emportés quand je leur ai dit que tout était une erreur. Nous avons besoin de ces papiers, a affirmé Xavier avec détermination. Et nous devons agir vite. Est-ce que Romain est à la maison maintenant ? Il n'est pas rentré depuis hier. Un autre silence. Ce n'est pas bon signe. Écoute, Camille, je vais prendre le prochain TGV pour Lyon. En attendant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Xavier m'a donné des instructions précises. Vérifier tous nos comptes bancaires, chercher les relevés des derniers mois, voir s'il y avait des virements suspects. Je devais aussi contacter la banque où nous avions le prêt pour vérifier l'état actuel du crédit. Et, si possible, obtenir les coordonnées des acheteurs. « Qu'est-ce que je dis aux enfants ?» ai-je demandé, ma voix se brisant pour la première fois. « Pour le moment, rien », a répondu Xavier doucement. « Pas avant de savoir exactement à quoi nous sommes confrontés. As-tu quelqu'un qui peut les garder ce soir ? Nous aurons besoin de temps pour parler. » J'ai pensé à ma mère, qui vivait dans une ville voisine. « Oui, je peux m'arranger. »« Bien, j'arriverai vers 7 heures. Reste calme, Camille. On va s'en sortir. » En raccrochant, je suis restée à regarder le téléphone, sentant pour la première fois depuis la veille une lueur d'espoir. Je n'étais pas seule. Xavier me croyait et était prêt à m'aider. Le reste de la journée s'est déroulé dans un tourbillon d'activités frénétiques. J'ai appelé la banque, mais ils ont refusé de me donner des informations détaillées par téléphone. Je devais y aller en personne avec ma carte d'identité. J'ai vérifié nos comptes en ligne et découvert quelque chose d'alarmant. Romain avait systématiquement vidé notre compte d'épargne au cours des 3 derniers mois, de petites sommes à chaque fois, suffisamment discrètes pour ne pas attirer mon attention au milieu de mon épuisement constant. J'ai appelé ma mère avec une excuse de dîner de travail imprévu, et elle a accepté avec joie de garder les jumeaux. « Tout va bien, ma chérie ?» a-t-elle demandé avec cette intuition maternelle qui semblait toujours voir à travers mes pieux mensonges. « Oui, maman. Juste fatiguée, » ai-je répondu, me détestant d'ajouter un mensonge de plus à la montagne qui s'était déjà accumulée autour de moi. Mais comment lui expliquer que ma vie entière s'effondrait, que l'homme qu'elle avait salué comme un bon gendre était en train de détruire notre famille ? En préparant les sacs des enfants pour leur nuit chez leur grand-mère, j'ai trouvé quelque chose dans le tiroir à chaussettes de Romain. Une carte de visite d'une agence immobilière. Nouvelle Vie Immobilier, lisait-on en lettres dorées, avec un nom et un numéro griffonné au dos. Albert Moreau, 06 57 89 43 21. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai composé le numéro. « Allô ?» a répondu une voix masculine à la 3e sonnerie. « Albert Moreau ?» ai-je demandé, essayant de rendre ma voix ferme. « Lui-même. En quoi puis-je vous aider ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Je m'appelle Camille Vega. Je crois que vous avez géré la vente de ma maison. Une maison que je n'ai jamais autorisée à vendre. » Il y a eu un bref silence de l'autre côté. « Madame Vega, a-t-il finalement dit, son ton prudent.
C'est une affaire délicate que vous devriez discuter avec votre mari. Mon mari falsifie des documents et vend des biens qui ne lui appartiennent pas exclusivement. Ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. Donc non, je ne vais pas discuter de ça avec lui. Je vais en discuter avec vous maintenant, ou j'en discuterai avec la police plus tard. C'est vous qui choisissez. Un autre silence, plus long cette fois. Écoutez, je ne suis qu'un intermédiaire, a-t-il finalement dit, sur la défensive. Les papiers qu'on m'a montrés semblaient en ordre. S'il y a un problème juridique, je n'ai rien à voir là-dedans. Les papiers incluaient ma signature falsifiée. Ai-je insisté? Avez-vous vérifié ces signatures? Avez-vous vérifié que j'étais présente ou au moins consciente de la transaction? Votre mari m'a assuré. Mon mari a menti. L'ai-je interrompu? Et vous avez la responsabilité professionnelle de vérifier que les deux propriétaires consentent à la vente. L'avez-vous fait? Le silence à l'autre bout de la ligne fut une réponse suffisante. J'ai besoin des coordonnées des acheteurs, ai-je dit, et des copies de tous les documents liés à cette vente. Je ne peux pas faire ça, a répondu Albert, bien que sa voix ne soit plus si assurée. Il y a des lois sur la protection des données. Il y a aussi des lois contre la fraude, ai-je contre-attaqué. Et en ce moment, vous pourriez être complice. Si vous voulez vous distancier de cette affaire, aidez-moi à la résoudre avant qu'elle ne devienne une affaire de police. Après un moment d'hésitation, Albert a cédé. Il m'a donné les noms complets d'Alexandre Torres et Marthe Guzman, ainsi qu'un numéro de téléphone. Il a également accepté de m'envoyer des copies des documents par email. Merci, ai-je dit, me sentant étrangement puissante. Et au fait, quand vous aurez des nouvelles de mon mari, ne lui mentionnez pas cette conversation. Ne vous inquiétez pas, a répondu Albert, semblant presque soulagé. Je crois que je ne veux plus rien avoir à faire avec cette affaire. Quand j'ai récupéré les enfants à l'école, j'ai essayé d'agir normalement. Je leur ai expliqué qu'ils passeraient de la nuit chez leur grand-mère, parce que maman avait une réunion importante. Lucie, toujours perspicace à ses 8 ans, m'a regardée avec une certaine méfiance. « Où est papa ?» a-t-elle demandé en rangeant son pyjama préféré dans son sac. « Au travail ?» ai-je répondu automatiquement, le mensonge sortant avec trop de facilité après des années de pratique. « À quel travail ?» a-t-elle insisté. Hier, il a dit qu'il serait à la maison quand on rentrerait de l'école, mais il n'était pas là. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Combien de promesses non tenues mes enfants avaient-ils accumulées sans que je m'en rende compte? Combien d'excuses avaient-ils acceptées parce que je leur avais appris à le faire? C'est compliqué, ma chérie, ai-je finalement dit en la serrant dans mes bras. Mais je te promets que je t'expliquerai tout bientôt. C'est à cause des gens qui étaient à la maison hier? A-t-elle demandé, me surprenant. Je les ai vus quand je suis revenue chercher mon livre de maths. Ils mesuraient dans ma chambre. Mon cœur s'est serré. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Lucie a haussé les épaules avec cette résignation qu'aucun enfant ne devrait avoir. Papa a dit que c'était un secret, que tu t'en rendrais compte au bon moment. J'ai respiré profondément, luttant contre les larmes et la rage. Qu'est-ce que papa t'a dit d'autre? Qu'on allait déménager dans un endroit meilleur, que tu travailles trop et que tu ne te rends pas compte de ce qui est important. Ses grands yeux marrons me regardaient avec confusion. C'est vrai, maman? Tu ne te soucies pas de notre maison? Je les serrai fort contre moi, incapable de retenir mes larmes plus longtemps. Non, ma vie, cette maison est la chose la plus importante pour moi après vous, et je vais me battre pour elle de toutes mes forces. Après avoir déposé les enfants chez ma mère, qui m'a regardée avec inquiétude mais n'a pas posé de questions, Dieu la bénisse, je suis rentrée à la maison pour attendre Xavier. Le mail d'Albert était arrivé, avec en pièces jointes des copies de tous les documents de la vente. En les examinant en détail, l'ampleur de la tromperie de Romain est devenue évidente. Non seulement il avait falsifié ma signature, mais il avait créé tout un historique de communication factice, prétendument envoyé par moi, autorisant la vente. Quand la sonnette a retenti à 7 heures précises, j'ai couru ouvrir. Xavier était là, en costume impeccable malgré le voyage, son visage un mélange d'inquiétude et de détermination. « Comment vas-tu » a-t-il demandé en me serrant brièvement dans ses bras. « J'ai connu des jours meilleurs » ai-je répondu avec un faible sourire. « Mais maintenant que tu es là, je me sens moins perdue. » Nous sommes entrés dans le salon, où j'avais étalé tous les documents que j'avais rassemblés. Xavier les a examinés méticuleusement, son front se plissant davantage à chaque page. « C'est pire que ce que je pensais » a-t-il finalement dit.
Non seulement il a falsifié ta signature sur la vente, mais il semble avoir demandé une seconde hypothèque il y a 6 mois. Tu savais quelque chose à ce sujet ? J'ai secoué la tête, abasourdi. Une seconde hypothèque ? Comment est-ce possible ? Je vérifie les prélèvements bancaires chaque mois. Parce qu'elle n'est pas à ton nom, a expliqué Xavier en montrant un document. Elle est seulement au nom de Romain, mais en utilisant la maison comme garantie. Ce qui signifie que lorsqu'il a vendu la propriété, une partie importante de l'argent est allée directement solder cette dette. Le reste, il a laissé la phrase en suspens. Le reste, il l'a pris, ai-je complété, sentant une nausée soudaine. Combien ? Xavier a fait quelques calculs rapides. D'après ce que je vois ici, après avoir liquidé les 2 prêts et payé les commissions, il a dû empocher environ 70 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. 70 000 €. 8 ans de ma vie vendus pour 70 000 €. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ai-je demandé, essayant de garder mon sang-froid. Xavier m'a regardé avec détermination. Maintenant, on contre-attaque. Nous avons suffisamment de preuves pour déposer une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie. Nous pouvons aussi demander des mesures conservatoires pour bloquer la vente. Ce ne sera pas facile, Camille, mais j'ai des contacts au palais de justice de Lyon. On peut accélérer la procédure. Et les acheteurs ? Ai-je demandé, en pensant à Alexandre et Marthe avec leur bébé en route. Eux aussi sont des victimes dans tout ça. Ils le sont, a reconnu Xavier. Et ils devront être dédommagés, à terme. Mais notre priorité maintenant est de protéger ta maison et de retrouver mon frère avant qu'il ne disparaisse avec l'argent. Pour la première fois en 2 jours, j'ai senti que je reprenais un peu le contrôle de ma vie. Avec Xavier à mes côtés, j'avais une chance de me battre, de récupérer non seulement ma maison, mais aussi ma dignité. Il y a autre chose, ai-je dit, me souvenant de ma conversation avec Lucie. Romain a parlé aux enfants de déménager. Il leur a dit que je travaille trop, que je ne me soucie pas de notre maison. Xavier a secoué la tête, visiblement en colère, typique de lui. Toujours à manipuler la situation pour se faire passer pour la victime. Il a posé une main sur mon épaule. « Camille, je connais mon frère mieux que personne. Il a toujours été compliqué. Mais ça, je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Moi non plus, ai-je admis. Et c'est ce qui me fait le plus peur. Comment n'ai-je pas vu ce qui se passait ? Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Ne te blâme pas, a-t-il dit fermement. Tu as soutenu cette famille toute seule pendant des années, épuisée, en faisant confiance à quelqu'un qui était censé te protéger. Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. J'aurais dû intervenir il y a longtemps, quand j'ai vu que Romain s'enfonçait de plus en plus. J'ai regardé mon beau-frère avec gratitude. À ce moment-là, son soutien signifiait plus que ce que je pouvais exprimer par des mots. Alors, par où on commence ? Ai-je demandé, me sentant soudainement pleine d'énergie, prête à me battre. Xavier a souri pour la première fois depuis son arrivée. On commence par appeler la police. Et ensuite, on se prépare pour la bataille juridique de notre vie. Xavier était furieux. En tant qu'avocat, il a immédiatement décelé la fraude. Il m'a promis qu'il m'aiderait. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. Mais la vérité était pire que ce que j'imaginais. Romain avait utilisé des documents falsifiés pour transférer le titre de propriété à une société écran qu'il avait créée, sous le nom de Xavier, pour me brouiller les pistes si jamais je le questionnais. Puis il a vendu la maison à un couple totalement étranger, empochant l'argent. Ce n'est pas une arnaque improvisée, a expliqué Xavier, alors que nous examinions les documents sur la table de la salle à manger. La nuit avait avancé, et nous étions entourés de papiers, de tasses de café vides et de l'amère réalité de la trahison. Romain a planifié ça pendant des mois, peut-être des années. Il a falsifié non seulement ta signature, mais aussi des sceaux de notaire et des certifications bancaires. Xavier a montré plusieurs documents où apparaissaient des tampons officiels qui, à son œil d'expert, étaient manifestement faux. Regarde cette date du notaire. Elle date d'il y a 3 mois, mais le sceau a le nouveau logo qui n'est utilisé que depuis 6 semaines. N'importe quel vrai notaire l'aurait détecté immédiatement. Comment est-ce possible que personne ne l'ait remarqué ? Ai-je demandé, abasourdi par l'ampleur de la tromperie. Parce qu'il n'est pas passé par les canaux habituels, a expliqué Xavier, en se frottant les yeux fatigués. Cette agence immobilière, Nouvelle Vie Immobilier, n'est rien de plus qu'un bureau virtuel. Je parie que si nous allons à l'adresse,
nous trouverons une boîte aux lettres dans un centre d'affaires. Et cet Albert Moreau, nous devons enquêter sur lui de manière approfondie. Il pourrait être complice ou simplement un autre pion dans le jeu de Romain. Pendant que Xavier parlait, j'ai réalisé avec quelle minutie tout avait été exécuté. Romain, que j'avais toujours considéré comme incapable de garder un emploi stable, avait fait preuve d'une étonnante capacité pour la tromperie élaborée. Il avait créé tout un réseau de mensonges, pendant que je faisais des doubles gardes pour maintenir à flot la famille qu'il prévoyait d'abandonner. Ce que je ne comprends pas, ai-je dit en essayant de tout assimiler, c'est comment il a réussi à ce que la banque accepte une seconde hypothèque sans ma signature. Mon nom est sur l'acte de propriété. Xavier a examiné d'autres papiers. Le voilà, a-t-il dit finalement, tenant un document juridique à l'aspect officiel. Il y a 1 an, tu as apparemment signé une procuration lui donnant l'autorisation de gérer les affaires immobilières en ton nom. Il m'a passé le papier, où une version parfaite de ma signature apparaissait en bas. Je n'ai jamais signé ça, ai-je dit avec une certitude absolue. Je sais, a acquiescé Xavier. Mais c'est une très bonne contrefaçon. Assez bonne pour tromper un employé de banque qui ne cherche pas de fraude. Avec ce document, Romain a pu demander la seconde hypothèque légalement, ou du moins avec une apparence de légalité. Je me suis enfoncée dans ma chaise, sentant le poids de chaque mensonge comme une dalle sur mes épaules. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Nous étions une famille. Xavier a soupiré profondément. Je ne suis pas sûre que nous puissions comprendre entièrement ses motivations, Camille. Mais d'après ce que je peux voir sur ses relevés bancaires, Romain accumule des dettes importantes depuis des années. Des prêts personnels, des cartes de crédit, il y a des paiements réguliers à ce qui semble être un casino en ligne. Un casino? Ai-je répété, incrédule. Romain n'avait jamais montré d'intérêt pour le jeu, du moins pas à ma connaissance. Mais que connaissais-je vraiment de l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant plus d'1 décennie? C'est assez courant, a expliqué Xavier d'une voix douce. L'addiction au jeu est souvent une addiction silencieuse, surtout avec le jeu en ligne. Pas d'argent liquide qui change de main, pas besoin d'aller dans un vrai casino. Beaucoup de familles ne s'en rendent compte que lorsque les dettes sont ingérables. L'idée que Romain ait lutté contre une addiction pendant que je travaillais d'arrache-pied pour maintenir notre foyer m'a provoqué des sentiments contradictoires. D'un côté, une pointe de compassion, de l'autre, une fureur renouvelée pour sa lâcheté de ne pas avoir cherché d'aide, de recourir à la tromperie au lieu de l'honnêteté. Il y a autre chose, a dit Xavier, interrompant mes pensées alors qu'il vérifiait son téléphone. Je viens de recevoir un mail d'un contact au service de la publicité foncière. La vente n'a pas encore été officiellement enregistrée. Les acheteurs ont payé, mais la paperasse finale est en cours de traitement. Cela nous donne une petite fenêtre d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ai-je demandé, m'accrochant à n'importe quel espoir. Ça veut dire qu'on peut déposer une contestation immédiate pour fraude. Si on agit assez vite, on peut geler la transaction avant qu'elle ne soit officiellement enregistrée. Les acheteurs perdraient temporairement leur argent, mais ils auraient le droit de le récupérer auprès de Romain, si on le trouve. Une question que j'avais évitée a finalement fait surface. Tu crois qu'il s'est enfui? Qu'on ne le reverra plus? Xavier m'a regardé droit dans les yeux. Son expression un mélange de tristesse et de détermination. Je connais mon frère, Camille. S'il est allé aussi loin, il a probablement un plan pour disparaître. Peut-être qu'il n'est même plus en France. L'idée que Romain puisse simplement s'évaporer, nous laissant les enfants et moi gérer les conséquences de ses actions, m'a provoqué une vague de nausée. Ce n'était pas seulement l'argent ou la maison, bien que les deux soient vitaux, mais la trahison fondamentale, l'abandon de ses propres enfants. Les enfants, ai-je murmuré. Comment leur expliquer que leur père est un criminel, qu'il nous a volés et abandonnés? Xavier a posé sa main sur la mienne. Tu n'as pas à décider ça maintenant. D'abord, assurons ta position légale. Le reste viendra après. J'ai acquiescé, reconnaissante pour son pragmatisme. Alors que nous organisions les documents, mon téléphone a sonné avec un message. C'était d'un numéro inconnu. Nous devons parler. Je suis Alexandre Torres, l'acheteur de votre maison. J'ai montré le message à Xavier, qui a froncé les sourcils. Intéressant. Il pourrait être utile de leur parler, mais avec prudence. Nous ne voulons pas qu'ils pensent que nous les accusons de quoi que ce soit. Eux aussi sont des victimes, ai-je souligné. Ils ont payé pour une maison qui a été vendue frauduleusement. Exactement. Et ils pourraient être des alliés importants. S'ils sont prêts à témoigner sur la manière dont la vente s'est déroulée, cela renforcerait énormément notre dossier contre Romain. J'ai répondu au message.
acceptant de les rencontrer le lendemain dans un café du centre-ville. À peine avais-je envoyé le texte que le téléphone a de nouveau sonné. C'était ma mère cette fois. « Camille, ma chérie, ça va ? Romain vient de passer. Il voulait voir les enfants, mais il semblait étrange. Il portait une valise et a donné aux enfants des cadeaux chers, comme s'il faisait ses adieux. Mon cœur s'est accéléré. Il est encore là ? Non. Il est parti il y a quelques minutes. Il a dit aux enfants qu'il partait en voyage d'affaires et qu'il ne savait pas quand il reviendrait. Lucie est assez bouleversée. « J'arrive », ai-je dit, cherchant déjà mes clés. Xavier a insisté pour m'accompagner. Pendant le trajet en voiture jusqu'à la maison de ma mère, il a appelé plusieurs contacts, alertant la police des frontières et des collègues à l'aéroport. S'il essaie de quitter le pays, nous avons une chance de l'arrêter, a-t-il expliqué. Quand nous sommes arrivés, j'ai trouvé Lucie blottie sur le canapé de ma mère, serrant un nouvel ours en peluche qui semblait cher. Michel jouait avec une tablette dernier modèle, absorbée par un jeu. 2 cadeaux sûrement achetés avec l'argent de notre maison. « Maman », a dit Lucie en me voyant, les yeux rougis. « Papa a dit qu'il part très loin. Il a dit que tu saurais pourquoi. » Je me suis assise à côté d'elle, la serrant fort contre moi. « Ton père est confus en ce moment, ma chérie. Il a pris de mauvaises décisions et il a besoin de temps pour arranger les choses. »« Mais il reviendra ?» a-t-elle demandé d'une petite voix qui m'a brisé le cœur. J'ai regardé Xavier, qui observait la scène depuis la porte, son expression sombre. Nous savions tous les deux la réponse probable, mais je ne pouvais pas anéantir ma fille avec cette vérité. Pas encore. « Je ne sais pas, mon amour, » ai-je répondu honnêtement. « Mais ce que je sais, c'est que je serai toujours là pour toi et pour ton frère, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, les enfants ont dormi chez ma mère pendant que Xavier et moi retournions à la maison pour continuer à organiser notre stratégie juridique. En entrant, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Des tiroirs ouverts, des armoires fouillées, des papiers éparpillés sur le sol du bureau. « Il est venu ici », a dit Xavier, observant le chaos, cherchant des documents, de l'argent, tout ce qu'il pourrait utiliser ou qui pourrait l'incriminer. J'ai rapidement vérifié mes bijoux, les quelques-uns de valeur que j'avais. Ils avaient disparu, ainsi que les économies en espèces que je gardais dans une boîte à café dans la cuisine pour les urgences. Ce n'était pas beaucoup, mais cela représentait des mois de petits sacrifices. C'est comme si je ne l'avais jamais vraiment connu, ai-je murmuré, ramassant une photo de famille qui avait été jetée au sol, le verre du cadre brisé en morceaux. Comment quelqu'un peut-il changer à ce point ? Ou a-t-il toujours été comme ça et je n'ai jamais voulu le voir ? Xavier n'avait pas de réponse, seulement une étreinte réconfortante et une promesse renouvelée. On le trouvera, Camille. Et on arrangera ça. Tu n'es pas seule. Cette nuit-là, au milieu du chaos de notre vie brisée, cette promesse était la seule chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Nous avons immédiatement porté plainte. Fraude, usurpation d'identité, faux et usage de faux. Les batailles judiciaires ont commencé, longues et épuisantes, avec Romain faisant tout son possible pour retarder la procédure. Il m'a dépeinte comme une hystérique, instable, voire délirante. Mais Xavier est resté à mes côtés. Mes enfants aussi, une fois qu'ils ont été assez grands pour comprendre la vérité. Le lendemain du passage de Romain dans notre maison, nous avons rencontré Alexandre et Marthe au Café Bellecour, un petit établissement du centre historique. Ils sont arrivés à l'heure, elle visiblement nerveuse, caressant son ventre arrondi comme pour protéger son bébé de la tension du moment. « Merci d'avoir accepté de nous voir », a commencé Alexandre après les salutations initiales. Ses yeux allèrent de Xavier à moi, nous évaluant. Nous sommes confus et inquiets, comme vous pouvez l'imaginer. Nous le comprenons parfaitement, a répondu Xavier d'un ton professionnel. Vous êtes aussi des victimes dans cette situation. Nous leur avons tout expliqué. La falsification, la seconde hypothèque, la société écran. À chaque révélation, leur visage montrait ne plus de consternation. Nous avons investi toutes nos économies, a dit Marthe, la voix tremblante. C'est notre premier enfant. Nous voulions un foyer stable avant sa naissance. Mon cœur s'est serré pour eux. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être amis, peut-être voisins. L'argent est sécurisé, a expliqué Xavier. Quand nous aurons bloqué la vente et prouvé la fraude, vous aurez le droit de récupérer votre investissement. Le problème, c'est que votre beau-frère a disparu avec notre argent, a complété Alexandre,
une note d'amertume dans la voix. J'ai acquiescé, la honte me brûlant les joues. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais imaginé que Romain soit capable d'une chose pareille. Marthe a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Un geste inattendu de solidarité. Ce n'est pas de votre faute, Camille. Mon père était joueur. Je sais comment ces addictions peuvent détruire des familles entières. Sa compréhension m'a profondément touchée. Avant de nous séparer, nous avons convenu de coopérer. Ils porteraient leur plainte de leur côté contre Romain et l'agence immobilière Fantôme, renforçant ainsi notre dossier commun. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités juridiques. Xavier a remué ciel et terre, utilisant ses contacts pour accélérer des procédures qui prendraient normalement des mois. Pendant ce temps, j'ai dû retourner au travail. Les gardes à l'hôpital n'attendaient pas que ma vie personnelle se stabilise. Mes collègues ont remarqué le changement en moi. Hélène, mon amie la plus proche à l'hôpital, m'a trouvée en larmes dans le vestiaire pendant une pause. « Je n'en peux plus », ai-je avoué pendant qu'elle me serrait dans ses bras. Le travail, les enfants, les avocats, la police qui pose les mêmes questions encore et encore. C'est comme si je vivais un cauchemar sans fin. « Tu devrais prendre un arrêt maladie », a suggéré Hélène. « Pour stress, pour crise familiale, personne ne te jugerait. » Mais je savais que je ne pouvais pas me le permettre. Avec Romain disparu et la maison dans un vide juridique, mon salaire était la seule chose stable dans nos vies. Les enfants ont besoin de voir que quelque chose reste pareil, ai-je expliqué. Ils ont besoin de leur routine, de leur école, de leur normalité. Et j'ai besoin de travailler pour subvenir à leurs besoins. Une semaine après la découverte de la fraude, nous avons reçu la première nouvelle encourageante. La police avait gelé un compte bancaire en Suisse au nom de Romain. Il ne contenait pas tout l'argent de la vente, mais c'était un début. Cela signifiait aussi que nous avions une piste sur l'endroit où il se trouvait. Il se dirige probablement vers le sud, a spéculé Xavier lors d'une de nos réunions stratégiques. La Suisse, puis peut-être l'Italie. Il a des contacts là-bas de son époque dans le BTP. Tu crois qu'ils le trouveront ? Ai-je demandé, incertaine de ce que je désirais vraiment. D'un côté, je voulais la justice, récupérer ce qu'ils nous avaient volé. De l'autre, l'idée que mes enfants voient leur père arrêté, possiblement emprisonné, me causait une douleur physique. Interpol est impliqué maintenant, a répondu Xavier. Ce n'est qu'une question de temps. Pendant que la recherche internationale se poursuivait, nous menions notre propre bataille dans les tribunaux de Lyon. La juge assignée à notre affaire, une femme d'une 50aine d'années réputée stricte mais juste, a accordé une ordonnance temporaire bloquant le transfert officiel de la propriété. C'était une victoire préliminaire, mais importante. Cependant, le processus juridique restait terriblement lent. Chaque audience, chaque déposition, chaque document présenté m'obligeait à revivre la trahison. Les questions étaient interminables et souvent douloureuses. Comment n'ai-je pas remarqué les signes ? Pourquoi ai-je fait une confiance aussi aveugle ? Étais-je vraiment si absorbée par mon travail que je n'ai pas vu ce qui se passait sous mon propre toit ? Le plus difficile a été d'expliquer la situation aux enfants. Pendant les premières semaines, j'ai entretenu l'illusion que leur père était en voyage, au travail. Mais quand les semaines se sont transformées en mois, les questions sont devenues plus insistantes, surtout de la part de Lucie. « Pourquoi papa n'appelle pas ?» demandait-elle chaque soir avant de dormir. « Il est fâché contre nous ?» Finalement, avec l'aide d'une psychologue pour enfants recommandée par l'hôpital, j'ai décidé de leur raconter une version adaptée de la vérité. Je ne leur ai pas parlé de fraude ou de faux, des concepts trop complexes pour des enfants de 8 ans. À la place, je leur ai expliqué que leur père avait pris de l'argent qui ne lui appartenait pas et qu'il avait maintenant des problèmes avec la justice. « C'est un voleur ?» a demandé Michel, ses grands yeux incrédules. « Il a fait quelque chose de mal ?» ai-je répondu en choisissant soigneusement mes mots. « Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne de A à Z. » On fait tous des erreurs. Les siennes étaient très grandes, et maintenant il doit en affronter les conséquences. Il reviendra un jour ? A insisté Lucie. Je ne sais pas, ma chérie, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, nous trois, nous resterons une famille forte. Les réactions des enfants furent aussi différentes que leur personnalité. Michel, pragmatique même à son jeune âge, a semblé accepter la situation avec une facilité surprenante. Lucie, en revanche, a commencé à faire des cauchemars et à avoir des problèmes à l'école. Sa maîtresse m'a appelée,
inquiète de son isolement soudain et de sa réticence à participer aux activités de groupe. Elle vit un deuil, a expliqué la psychologue quand je lui ai parlé de ces changements. Non pas un deuil lié à la mort, mais à une perte. La perte de l'image qu'elle avait de son père, la perte de sa sécurité familiale. Il est normal et sain qu'elle exprime cette douleur. Pendant que les enfants luttaient avec leurs propres blessures émotionnelles, j'affrontais mes démons chaque nuit lorsque la maison devenait silencieuse. L'insomnie est devenue ma compagne constante. Je repassais chaque moment, chaque conversation avec Romain au cours des dernières années, cherchant les signes que j'aurais dû voir, les mensonges que j'aurais dû remettre en question. Ma mère est devenue un pilier fondamental pendant cette période. Elle a emménagé temporairement avec nous, s'occupant des enfants lorsque j'avais des audiences au tribunal ou des gardes prolongées à l'hôpital. Sa présence tranquille et sa sagesse pratique ont été des baumes pour mon âme tourmentée. « Tu ne peux pas changer le passé, Camille », me disait-elle, alors que nous partagions un thé dans la cuisine pendant ces nuits d'insomnie. « Tu ne peux que décider comment tu construiras ton avenir. » 4 mois après la disparition de Romain, nous avons reçu la nouvelle. Il avait été localisé à Gênes, essayant de monter à bord d'un ferry pour la Sardaigne avec de faux papiers. La police italienne l'a arrêté à la demande d'Interpol. La photo qu'on m'a montrée ne ressemblait pas à mon mari. L'homme sur l'image avait les cheveux teints en blond, plus courts, et avait perdu du poids. Ses yeux, cependant, étaient les mêmes. Des yeux qui m'avaient autrefois regardé avec amour, ou du moins avec une imitation convaincante de l'amour. Son extradition vers la France a été rapide, grâce aux accords bilatéraux. Quand je l'ai finalement vu dans la salle d'audience, assis à côté de son avocat, un étranger en costume chair qui n'était pas Xavier, j'ai ressenti un mélange déconcertant d'émotions. Soulagement, colère, tristesse et, étonnamment, une pointe de compassion. Romain ne m'a pas regardé une seule fois pendant cette première audience. Il a gardé la tête basse, ne répondant que par monosyllabes aux questions du juge. Son avocat a présenté une stratégie de défense basée sur des problèmes d'addiction et de dépression non traités, demandant la clémence et une approche thérapeutique plutôt que punitive. « C'est pathétique », a murmuré Xavier, alors que nous sortions du palais de justice. Il n'a même pas la dignité d'admettre ce qu'il a fait. « Tu crois que ça marchera ?» ai-je demandé. « Sa stratégie de victimisation ? Pas avec ce juge », a répondu Xavier avec confiance. « Les preuves sont accablantes. Le faux, la fraude, le vol, même la fuite. Il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte sans une condamnation significative. » Il avait raison. 2 semaines plus tard, Romain a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence, 5 ans de prison et l'obligation de restituer tout l'argent volé. Le juge a été particulièrement sévère en soulignant la préméditation et l'abus de confiance familiale comme circonstances aggravantes. Je me suis surprise à pleurer en entendant le verdict, pas pour Romain, mais pour ce que nous avions perdu, pour la famille qui ne serait plus jamais, pour l'innocence volée à mes enfants, pour la confiance que je ne retrouverai peut-être jamais complètement. À la sortie du tribunal, Alexandre et Marthe m'attendaient. Leur bébé était né pendant ces mois. Un petit garçon qui dormait paisiblement dans sa poussette, étranger au drame qui avait précédé son arrivée au monde. « Nous voulions te remercier », a dit Marthe en me serrant spontanément dans ses bras. « Ta force nous a inspirés tout au long de ce processus. » Ils ont trouvé un bel appartement à Confluence, a ajouté Alexandre. Il n'a pas le charme du vôtre, mais ce sera un bon foyer pour notre petit Paul. Je leur ai souri, sincèrement heureuse pour eux. Au milieu de tout ce chaos, au moins leur histoire aurait une fin heureuse. Ce soir-là, en couchant les enfants, Lucie m'a posé la question que je redoutais. « On ira voir papa en prison ?» J'ai pris une profonde inspiration, cherchant la bonne réponse, celle qui protégerait son cœur déjà trop meurtri. « Si tu veux le voir, on peut s'arranger, » ai-je finalement répondu. « Mais c'est ta décision, ma chérie. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit qui te mette mal à l'aise. » Elle a hoché la tête, assimilant mes paroles avec cette maturité précoce que les circonstances lui avaient imposée. « Peut-être un jour, » a-t-elle finalement dit, « quand je ne serai plus aussi en colère. » Je me souviens d'être rentrée dans la maison pour la première fois après la condamnation. Elle sentait la poussière et les rêves fanés, mais elle était à moi. J'ai touché les murs, maintenant marqués par le temps et les étrangers, et j'ai murmuré « Nous sommes à la maison ». Mes enfants ont couru dans les couloirs, criant comme ils le faisaient avant, leur rire rebondissant sur les murs vides. Je suis restée dans le salon, laissant le silence s'installer,
me permettant de me rappeler tout ce que j'avais survécu. Le processus judiciaire avait duré presque une année entière. Une année d'incertitude, à vivre entre la maison de ma mère et un petit appartement loué près de l'hôpital. Une année d'explications interminables aux voisins curieux, de regards compatissants au supermarché, de conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la salle des professeurs lors des réunions scolaires. Maintenant, enfin, nous pouvions revenir. Le juge avait annulé la vente frauduleuse et, après avoir vérifié que j'avais continué à payer fidèlement le prêt initial pendant tout ce temps, a statué que la propriété restait légitimement la mienne. La seconde hypothèque que Romain avait contractée a été considérée comme faisant partie de sa fraude, et donc nulle. « C'est l'heure d'un nouveau départ », a dit Xavier, posant un carton dans l'entrée. Il avait proposé de nous aider à déménager, bien que « déménager » ne soit pas vraiment le mot juste. Nous n'apportions pas de nouveaux meubles, nous réclamions les nôtres, ceux qui étaient restés couverts de draps pendant notre absence. « Merci », lui ai-je dit, les mots insuffisants pour exprimer ma gratitude. « Pour tout. Je ne sais pas comment j'aurais survécu à ça sans toi. » Xavier a souri, ce geste chaleureux qui avait été mon ancre pendant la tempête. « Nous sommes une famille, Camille. La vraie famille se soutient dans les moments difficiles. Famille. » Le mot avait maintenant une signification différente pour moi. Ce n'était plus l'idéal parfait que j'avais poursuivi pendant des années, me sacrifiant jusqu'à l'épuisement pour maintenir une façade de normalité. C'était maintenant quelque chose de plus petit, mais d'infiniment plus fort. Mes enfants, ma mère, Xavier, les quelques amis qui avaient prouvé leur loyauté pendant la crise. « Tu as besoin d'aide pour ça ?» a demandé Hélène, entrant avec une autre boîte. Mon ami et collègue avait insisté pour prendre sa journée pour nous aider, une générosité qui continuait de me toucher. « Je crois que c'est presque fini », ai-je répondu, regardant autour de moi. La maison semblait étrangement vide, malgré le fait qu'elle contenait pratiquement les mêmes affaires qu'avant. C'était peut-être parce que j'avais laissé derrière moi le poids des mensonges, l'oppression de vivre dans une réalité fabriquée. Les enfants avaient accepté le retour avec des réactions différentes. Michel était clairement heureux de retrouver sa chambre, sa routine, la normalité. Lucie, cependant, montrait une réserve qui me brisait le cœur. « Oh, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» lui ai-je demandé ce soir-là, la trouvant assise sur le rebord de sa fenêtre, regardant les étoiles au-dessus de la cour. « Et s'il revient ?» a-t-elle demandé à voix basse. « Quand il sortira de prison. Et s'il revient et nous fait encore du mal ?» Je me suis assise à côté d'elle, caressant ses cheveux bruns, si semblables aux miens. « Ton père ne nous a jamais fait de mal physiquement, Lucie. Il a commis des erreurs terribles, mais ce n'est pas un homme violent. Il nous a fait du mal ici, » a-t-elle insisté, en montrant son cœur. « Et il pourrait recommencer. » Je ne pouvais pas nier sa logique. Le mal émotionnel était réel, les cicatrices évidentes dans sa maturité soudaine, dans sa nouvelle méfiance envers les promesses, dans sa tendance à vérifier 2 fois tout ce qu'on lui disait. « Quand ton père sortira de prison, beaucoup de choses auront changé, » ai-je expliqué, choisissant mes mots avec soin. « Tu seras plus grande, plus forte, je serai plus sage, plus prudente, et nous aurons des protections légales qui nous garderont en sécurité. » Elle a semblé réfléchir à mes paroles, les assimilant avec ce sérieux qui m'effrayait parfois chez quelqu'un de si jeune. « Toi, tu l'aimes encore ?» a-t-elle demandé soudainement. La question m'a prise par surprise. Est-ce que j'aimais encore Romain, l'homme que j'avais épousé, le père de mes enfants, le partenaire que j'avais imaginé avoir pour la vie? Cet homme n'existait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment existé, sauf dans mon imagination, dans mes espoirs. « J'aime le père de mes enfants », ai-je répondu honnêtement. « La personne qui a créé avec toi et ton frère les plus grands trésors de ma vie. Mais l'homme qui a fait toutes ces choses terribles, cet homme-là, je ne le connais pas. Et non, je ne l'aime pas. » Elle a semblé satisfaite de ma réponse, ou du moins assez tranquille pour me laisser la coucher et lui donner un baiser de bonne nuit. Les semaines suivantes ont été consacrées à l'ajustement et à la reconstruction. Nous avons peint les chambres, non pas tant parce qu'elles en avaient besoin, mais comme un acte symbolique de renouveau. Nous avons choisi les couleurs ensemble. Un bleu tranquille pour Michel, un vert forêt pour Lucie, un jaune citron chaleureux pour la cuisine où nous passions de plus en plus de temps à cuisiner ensemble, une activité que j'avais découverte et qui me détendait profondément. À l'hôpital, j'ai demandé à réduire mes heures.
C'était une décision difficile financièrement. Nous avions toujours le prêt, et j'étais maintenant la seule source de revenus, mais nécessaire pour mon bien-être mental et pour être plus présente avec les enfants. La cadre de santé, une femme qui avait suivi mon cas avec compassion, m'a totalement soutenue. « Tu mérites un peu de paix, Camille », m'a-t-elle dit en signant ma demande. « Et les enfants ont besoin de ta présence plus que du luxe que tu pourrais leur offrir en travaillant jusqu'à l'épuisement. » Elle avait raison. Le temps que je passais maintenant avec Lucie et Michel n'avait pas de prix. Nous avons redécouvert ensemble de petits plaisirs. Les dimanches au parc de la Tête d'Or, les glaces sur la place Bellecour, les excursions du week-end au lac d'Annecy. Peu à peu, leurs rires sont redevenus fréquents, authentiques, insouciants. Xavier est devenu une présence constante dans nos vies. Au début, il venait sous prétexte de régler des questions juridiques en suspens, la répartition de l'argent récupéré, les restrictions qui seraient imposées à Romain après sa peine, la fiducie que nous avons établie pour l'éducation des enfants. Mais avec le temps, les visites sont devenues plus personnelles, moins professionnelles. Tonton Xav vient aujourd'hui, n'est-ce pas? Demandait Michel chaque vendredi, anticipant les parties de foot dans la cour qui étaient devenues une tradition. Il apportera sa fameuse quiche, ajoutait Lucie, qui avait développé un penchant pour la cuisine aux côtés du frère de son père. J'observais cette évolution avec des sentiments mitigés. D'un côté, j'étais heureuse que les enfants aient une figure masculine positive dans leur vie, quelqu'un qui leur montrait constamment que les hommes pouvaient être fiables, affectueux et présents. De l'autre, je m'inquiétais qu'ils remplacent leur père par leur oncle, créant une fantaisie familiale qui pourrait se compliquer si un jour Romain décidait de revenir dans leur vie. 6 mois après notre retour à la maison, j'ai reçu une lettre de la prison. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, incertaine de ce que Romain pourrait vouloir me dire, après un si long silence. La lettre était brève, mais percutante dans sa sincérité. Il reconnaissait pleinement sa culpabilité, sans excuse ni justification. Il parlait de son addiction au jeu, qui avait commencé comme un passe-temps et était devenue une obsession qui obscurcissait son jugement. Il mentionnait la thérapie qu'il suivait, les groupes de soutien auxquels il assistait, le travail qu'il faisait pour comprendre les racines de son comportement destructeur. Et, le plus surprenant, il ne demandait rien, ni pardon, ni seconde chance, ni même de voir les enfants. Il exprimait simplement son souhait que nous allions bien, que nous ayons trouvé un peu de paix après le chaos qu'il avait créé. J'ai pleuré en la lisant. Pas par nostalgie ou désir, mais en reconnaissant que, peut-être, Romain affrontait enfin ses démons avec honnêteté. C'était une petite consolation au milieu de toute la douleur, une minuscule graine de rédemption qui ne changeait pas le passé, mais offrait une lueur d'un avenir moins amer. J'ai décidé de ne pas encore montrer la lettre aux enfants. Ils étaient trop jeunes, les blessures trop récentes. Peut-être un jour, quand ils pourraient mieux comprendre la complexité des faiblesses humaines, l'imperfection de l'amour, les frontières floues entre victimes et bourreaux. Un après-midi, en rangeant le débarras, j'ai trouvé une boîte de souvenirs que j'avais oubliée, des photos de notre mariage, les premières échographies des jumeaux, des lettres que Romain et moi nous étions écrites pendant nos fiançailles. Un instant, j'ai envisagé de tout jeter. Pourquoi préserver les vestiges d'une relation qui s'était terminée par une telle trahison? Mais quelque chose m'a retenue. Ce n'étaient pas seulement mes souvenirs, ils faisaient aussi partie de l'histoire de mes enfants. Un jour, ils voudraient peut-être savoir comment tout a commencé, voir qu'il y a eu des moments d'amour authentiques avant que les mensonges ne corrompent tout. J'ai rangé la boîte en haut d'une armoire, ni cachée ni mise en évidence. Simplement en attente du bon moment, comme tant de vérités dans notre vie. Ce printemps-là, j'ai planté un petit potager dans la cour. Je n'avais jamais eu le temps de jardiner auparavant, toujours à courir entre les gardes, toujours à reporter les petits plaisirs au profit de besoins plus urgents. Maintenant, observer la croissance quotidienne des tomates cerises, du persil, des fraises que Lucie avait insisté pour inclure, est devenu une métaphore de notre propre guérison. Lente, nécessitant des soins constants, mais avançant fermement vers la plénitude. Xavier m'a trouvé un après-midi en train de contempler ma création. Une tasse de thé à la main, le soleil de Lyon dorant ma peau. « Tu as l'air en paix », a-t-il commenté en s'adossant au mur à côté de moi. « Je le suis », ai-je répondu, surprise de réaliser que c'était vrai. Pas une paix parfaite, pas sans ombres ou craintes occasionnelles, mais la paix,
Enfin, ce n'est pas la vie que j'avais imaginée, mais c'est une belle vie. Il a souri, ce sourire qui était devenu pour moi synonyme de sécurité et de compréhension. Les meilleures vies sont rarement celles que l'on avait prévues. À ce moment-là, avec le rire de mes enfants en fond sonore alors qu'ils jouaient dans le salon, entouré par les plantes que j'avais nourries de mes propres mains, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la possibilité. Pas la certitude, pas les garanties. J'avais appris douloureusement à quel point celles-ci peuvent être illusoires, mais l'ouverture vers un avenir qui, bien qu'imprévisible, contenait des graines de joie, de sens, et, peut-être le plus important, d'authenticité. Mon histoire n'était pas seulement une histoire de trahison, ai-je découvert. C'était une histoire de résistance, sur le fait d'apprendre que personne ne peut vous voler votre valeur, votre force ou votre voix. La maison avait peut-être été vendue, mais on ne me l'avait jamais vraiment arrachée, car le vrai foyer, celui construit avec la résilience, la vérité et l'amour, avait toujours vécu à l'intérieur de moi.